En train de charger. Normalement, on Très devrait bien. le voir Bien maintenant. Ça va? affiché. C'est le cas et les différents participants confirment aussi dans le chat que ça marche. OK. Donc, merci beaucoup pour l'introduction et merci beaucoup pour l'invitation et pour l'occasion de présenter dans cette série de webinaires. Donc, aujourd'hui, j'irai vous présenter quelques extraits de notre étude explorateur sur le Power to X en Algérie que nous vous avons élaboré pour le partenariat énergétique algéro-allemand. Et dans cela, je vais me concentrer sur le potentiel de l'Algérie en matière de production d'hydrogène vert. Avant de commencer, euh, avant de commencer, oh, j'ai perdu mon script. Euh, je voudrais bien parler quelques mots sur, pardon, sur les activités du groupe Tractebel dans le domaine de l'hydrogène. On est actif dans l'hydrogène presque partout dans le monde et on a commencé avec des projets pour notre société mère, Engie, et travaille maintenant également pour des clients externes. Nous maîtrisons le scope entier, commençant par les mobilités, vers l'industrie, l'énergie jusqu'à la planification avec des feuilles de route, comme dans le projet ici, et autres études de stratégie et de faisabilité. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, le projet High Netherlands, qui était une étude de faisabilité d'un électrolyseur de 100 MW à côté d'une centrale électrique à Emshaven, ou bien le projet MH2 Regio en Allemagne pour la ville de Frankfurt am Main, où on a développé une stratégie pour la mobilité régionale basée sur l'hydrogène. En Australie, pour Yara, également, on a fait une étude de faisabilité pour un électrolyseur pour la production de l'ammoniac et ce qui n'est pas encore montré dans la carte ici, mais peut être intéressant pour vous, c'est aussi une étude de faisabilité pour une production de l'ammoniac et du méthanol de l'ordre de 400 MW. Voilà, donc ça, c'est le programme pour aujourd'hui. On va commencer avec une petite introduction de la thématique qui intégrera donc la motivation pour l'hydrogène vert et aussi la décarbonisation via les technologies Power-to-X. Puis, je vous donnerai quelques informations sur l'étude exploratoire sur le potentiel du Power-to-X pour l'Algérie. Ensuite, on regardera quelques aspects du système électrique d'Algérie aujourd'hui et attendu. Et après, on arrivera donc au cœur de cette présentation qui se focalise sur l'analyse du potentiel de production d'hydrogène vert en Algérie. Là, on va regarder donc l'approche et les hypothèses qu'on a mises. On regardera le potentiel de production d'hydrogène vert à base du PV et aussi de l'éolien. Et je présenterai les résultats de notre analyse. Et ça veut dire donc les coûts de production d'hydrogène vert. Également, on va parler un peu sur la disponibilité de l'eau qui est relativement rare en Algérie. À la fin de la présentation, je vais conclure des résultats principaux avec un petit résumé. Commençons donc avec l'introduction de la thématique. D'où vient le changement climatique? Le graphe montre les émissions de CO2 mondiales et depuis 1860, vous voyez ici, il y a eu une hausse donc de 50 gigatonnes. Le secteur électrique y est donc le plus grand émetteur, responsable pour plus de 2 tiers des émissions. Et avec cela, il devient clair quels efforts doivent être entrepris dans le domaine des énergies renouvelables. Également, l'industrie et la mobilité doivent faire des efforts afin de réduire les émissions de façon essentielle. Ce que nous mène déjà au prochain sujet, donc la décarbonisation via les technologies Power-to-X. L'hydrogène peut être considéré comme l'outil central dans la décarbonisation de divers domaines, comme l'hydrogène est au centre des technologies PTX. D'abord, la production d'hydrogène se fait via l'électrolyse de l'eau à partir de l'électricité provenant de sources renouvelables. Soit l'hydrogène est utilisé directement comme combustible ou bien réactif, soit il est transformé en autres composés chimiques de base pour l'industrie comme l'ammoniac, le méthanol ou d'autres, ou bien en méthane qui peut être utilisé comme energy carrier, comme porteur d'énergie séparément. Le transport de l'hydrogène se fait sous forme gazeuse ou liquide ou bien via un vecteur énergétique intermédiaire comme, encore une fois, l'ammoniac, le méthanol ou bien le méthylcyclohexane.
Ici, vous voyez les chaînes de processus production utilisation principale de l'hydrogène. Donc, ça commence avec la production d'électricité renouvelable, ici montré PV, l'éolien, l'électrolyse elle-même. Et l'électrolyse a aussi besoin de l'eau qui d'abord doit être dessalée et aussi traitée pour avoir un degré de pureté suffisant pour l'électrolyse. Comme résultat, on obtient donc de l'hydrogène. Celui-ci doit être comprimé pour être utilisé soit directement dans les usages directs, par exemple dans des raffineries, ou bien qui peut être stocké donc sous forme gazeuse dans des réservoirs, dans des gazoducs ou bien des aquifères souterrains. Une fois déchargé du stockage, l'hydrogène peut donc être utilisé dans le réseau électrique à travers les piles à combustible ou bien aussi dans le futur dans les turbines à gaz acide combiné étant capable de brûler de l'hydrogène. L'hydrogène peut aussi être utilisé pour des applications de mobilité, comme ici montré, c'est des chariots élévateurs qui d'ailleurs étaient un des applications, des plutôt applications où l'hydrogène était commercialement utilisable, ou bien dans des bus ou d'autres camions, par exemple, qui fonctionnent avec de l'hydrogène. Ailleurs, l'hydrogène peut aussi être utilisé pour des applications où on le traite ultérieurement, par exemple dans le procédé de Haber-Bosch pour produire de l'ammoniac ou bien pour produire du peroxyde d'hydrogène. Donc, vous avez certainement déjà entendu des différentes couleurs de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène gris est produit à base des matières premières fossiles telles que le gaz naturel, les hydrocarbures liquides ou le charbon, avec une émission d'environ 11 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène produit. Puis, il y a l'hydrogène bleu, dite bleu, qui est produit d'une manière similaire à l'hydrogène gris, mais avec capture et séquestration d'une partie des CO2 produits. Donc, il reste toujours une émission d'environ 4 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène produit. Et puis, il y a donc l'hydrogène vert qui est produit par l'électrolyse de l'eau à partir d'électricité provenant de sources renouvelables sans émission de CO2. Petite note, il existe aussi d'autres couleurs, dites couleurs d'hydrogène comme le violet ou le rouge, qui dessinent donc l'hydrogène produit par l'électrolyse à partir de l'électricité d'origine nucléaire, ou bien le turquoise, qui est produit par pyrolyse de composés hydrocarbonés avec la coproduction de carbone au lieu de CO2. Quelle est la motivation algérienne pour l'hydrogène vert? D'abord, c'est la décarbonisation. Selon donc la contribution algérienne à l'accord de Paris, il y a l'objectif national de réduction des émissions CO2 par 22%. Puis, pour économiser le gaz naturel, donc le hoteling, pour des applications qui valorisent la ressource fossile plus par rapport à uniquement brûler pour l'électricité. Ces applications sont, par exemple, les plastiques ou bien d'autres produits qui ont besoin du pétrole comme matière première. Ou bien l'utilisation de la ressource solaire et éolienne renouvelable abondante pour l'exportation pour créer des devises. Je vous ai mis quelques exemples ici à l'échelle globale. Par exemple, le train ici, c'est un train qui opère en Allemagne sur une dizaine de lignes au niveau commercial déjà. Où là, c'est un bateau à hydrogène liquéfié. Ça, c'est toujours plus de la recherche et du développement. Et ça, c'est un bus qui fonctionne à hydrogène. Donc, quelques mots sur l'étude exploratoire. En fin 2020, Tractebel a été mandaté par le partenariat énergétique algéro-allemand LAGZ, qui, elle, avait été mandatée par le ministère allemand de l'économie et de l'énergie afin de faire l'étude exploratoire sur le potentiel du Power-to-X pour l'Algérie. Tractebel a mené cette étude en collaboration étroite avec des partenaires algériens comme Sonatrach et le C2R, sous la direction du MDER,
qui a récemment été réintégré dans le ministère de l'Énergie. Les objectifs de cette étude sont d'abord l'identification du potentiel technique et commercial des technologies Power-to-X et des industries connexes en Algérie. Secondairement, la présentation de premiers projets de feuille de route pour établir une industrie PTX en Algérie et finalement l'élaboration de plans d'action pouvant être mis en pratique pour les autorités algériennes. Et là, vous voyez, dans ce diagramme, vous voyez une approche méthodologique simplifiée pour l'activité centrale de l'étude. Dans une première étape, donc les KPI, donc les indicateurs clés de performance, ont été définis et convenus avec les parties prenantes. Et ces KPI sont donc utilisés pour évaluer et comparer les différentes filières industrielles du PTX. Dans une seconde étape, le paysage énergétique à l'horizon 2030-2050 en Algérie est examiné et c'est aussi dans cette étape que l'analyse SIG du potentiel est développée. Un des secteurs importants où l'hydrogène peut être utilisé, c'est le secteur de l'énergie. Et des exemples d'applications dans le secteur de l'énergie peuvent être par exemple la co-combustion dans les centrales électriques avec du gaz naturel ou bien l'utilisation d'électrolyseurs pour l'équilibrage de la puissance. Dans une troisième étape, les technologies associées au PTX, son infrastructure, sa chaîne de valeur sont examinées. Les technologies associées à la production, au transport, au stockage et à l'utilisation du PTX dans différentes applications y sont abordées et l'état et le type de la technologie ainsi que les coûts et les développements futurs sont mis en évidence. Outre le secteur de l'énergie, il existe aussi d'autres secteurs où le PTX vert peut être mis en œuvre avec succès. Ces secteurs sont par exemple les industries des engrais, du transport, des raffineries ou de la production de fer. Par conséquent, l'utilisation actuelle et la demande future dans chaque application potentielle sont identifiées dans le contexte algérien et des projections de la demande sont réalisées. Les aspects politiques et réglementaires sont très importants pour la promotion de nouvelles industries, telles que l'industrie du PTX, au moins début d'une telle initiative, par exemple pour promouvoir les investissements, la sensibilisation ou bien l'établissement de relations internationales dans ce contexte. Par conséquent, dans cette cinquième étape, les cadres politiques et réglementaires nationaux et internationaux existants relatifs au développement de l'industrie sont analysés. Comme résultat de cette analyse, dans une sixième étape, les voies industrielles pour la production, le transport, le stockage et l'application dans différents secteurs sont identifiées. Les voies industrielles centralisées et décentralisées pour le PTX sont distinguées, ce qui permet de promouvoir le développement de l'industrie du PTX à différentes échelles, grandes et petites, pendant différentes périodes. Finalement, les voies industrielles sont évaluées concernant leurs impacts socio-économiques, c'est-à-dire des avantages économiques et énergétiques, entre autres. Enfin, un ranking est établi selon le LCOH, donc les Levelized Cost of Hydrogen, de l'application finale, le besoin de surface des énergies renouvelables et le besoin d'eau. Donc, l'étude est disponible sur les serveurs de la G7 en Internet et je vous invite tous de la télécharger et de la lire. Alors, quelques mots sur le système électrique d'Algérie aujourd'hui est attendu. Et là, vous voyez les structures de la demande et de la production de l'électricité à 2019. Donc, c'est pas vraiment aujourd'hui, mais aussi pas encore trop ancien. Donc, en 2019, la demande et la production d'électricité sont comptées à environ 82 TWh et les plus consommateurs étaient le secteur résidentiel et les industries, sans l'industrie énergie. Le troisième consommateur en importance était le secteur commercial. Le secteur commercial. 12% de la production d'électricité ont été perdus dans la transformation de l'énergie et le transport de l'électricité. L'industrie de l'énergie a consommé 11% de l'ensemble de la production d'électricité. Dans la production, là, les turbines à gaz à cycle combiné, ici, les 47% et les turbines à gaz cycle vert, les 43%, ont contribué le plus. Les turbines à vapeur contribué pour 9%. L'énergie PV éolienne a représenté moins de 1%.
et les groupes électrogènes et l'électricité ont été des petites contributions. Donc, pour le futur, on attend donc une demande estimée qui suit comme ça. De 2012 à 2019, la demande a augmenté en moyenne de 6% par an. On estime donc que pendant la décennie jusqu'en 2030, la demande augmentera à un taux de 5%. Dans les décennies à partir de 2030 et 2040, on suppose que la croissance de la demande ralentira et des croissances annuelles de 4 et 3% respectivement pourront être effectuées. Ça se traduit donc dans une estimation de la capacité installée future comme montré ici. Donné le plan du gouvernement d'expansion du PV, le photovoltaïque passera de quelques centaines de mégawatts d'aujourd'hui à quelques 30 gigawatts entre 2050. Pardon. On suppose que l'énergie éolienne augmentera jusqu'à un niveau de 2 gigawatts en 2050. La technologie prédominante, le cycle combiné, sera encore étendu jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau de 41,1 gigawatts en 2050. On suppose que la capacité des turbines à gaz, montrée ici en bleu, n'augmentera que légèrement pour atteindre 18 gigawatts en 2050. On estime que l'hydroélectricité et le diesel resteront à un niveau constant et les turbines à vapeur ainsi que la centrale hybride devraient être mis hors service après 2035. Au total, en 2050, une capacité de 92% des SAME est estimée d'être installée. La part des énergies renouvelables passera de quelques pourcentages d'aujourd'hui à un niveau de 35% sur la base de la capacité installée. Donc, au niveau de la production d'électricité, ça veut dire ce qui suit. La production à base des cycles combinés sera encore augmentée et remplacera également en partie la production à base de turbines à gaz moins efficace. En outre, la poursuite de l'expansion du photovoltaïque remplacera certaines parties de la production de pointe de turbines à gaz. Cependant, la production de turbines à gaz sera toujours nécessaire pour sauvegarder certaines parties de la production volatile basée sur le PV. Au total, la production photovoltaïque passera d'à peu près 1 TWh aujourd'hui à quelques 53 TWh en 2050. Ainsi, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique annuel passera de quelques pourcents en 2021 à au niveau de 21% en 2050. Donc, maintenant, attaque donc l'analyse du potentiel de production d'hydrogène vert. Et pour cela, cette analyse du potentiel de production d'hydrogène vert pour l'Algérie est faite à l'aide d'un système d'information géographique. Et pour cela, il est primordial de bien définir les limites de batterie pour ce système considéré. Et dans le graphe, vous voyez donc le système plus élargi, d'abord ici, qui montre tous les éléments présents dans le système PowerTX, ce qui est montré dans le grand box en gris foncé. Cependant, le nucléus d'électrolyse ainsi que le système annexe est constitué en les centrales électriques sur base des énergies renouvelables, que vous voyez ici en jaune, ainsi que l'électrolyseur. De plus, ce nucléus contient également le gazoduc de connexion hydrogène à la prochaine station de compression. Par contre, la station de compression elle-même, comme également le réseau de transport des gazoducs, hydrogène ne font pas partie du nucléus d'électrolyse. Également, de potentielles lignes de transmission d'électricité transporter l'électricité renouvelable vers l'électrolyseur ne font pas partie de ce nucléus. Et de même, l'approvisionnement en eau avec les usines de dessalement d'eau de mer et aussi le réseau d'adduction d'eau ne font pas partie du nucléus d'électrolyse. Donc, tous ces éléments-là sont requis pour toute la chaîne de valeur à partir de ressources primaires, donc les énergies renouvelables et l'eau, vers le consommateur final à travers le réseau de transport hydrogène. Cependant, donc, dans la liste, ici, on se focalise sur la production de l'électricité renouvelable ainsi que la production d'hydrogène et sa connexion par gazoduc interne vers la prochaine station de compression du système de transport d'hydrogène. Et c'est donc uniquement comme ça que les coûts pour la production d'hydrogène vert pour chaque lieu en Algérie peuvent être déterminés.
Ce slide montre les hypothèses techniques pour la production d'énergie renouvelable ainsi que pour la production hydrogène. On a utilisé donc les installations de référence photovoltaïques et éoliens de 1000 MW installés. Et pour le PV, la technologie silicium cristallin avec une inclinaison fixe sans tracking est utilisée. Pour l'éolien, le IEC Class 2 Standard avec une machine Vestas 20126 avec une capacité de 3,45 MW est choisie. La surface requise pour ces installations de référence pour le PV est donc 95 hectares et pour l'éolien, c'est déjà 5715 hectares. Ça veut dire donc la surface spécifique du site par capacité installée pour le PV est donc 0,11 kW installé par mètre carré et celui-ci de l'éolien est de 0,006 kW installé par mètre carré. Pour l'éolien, cette configuration respecte donc l'espacement à 6D du turbine. Ça veut dire donc la distance de 6 fois le diamètre du rotor en direction primaire du vent. Et un aspect qui est vraiment important, c'est le facteur de surdimensionnement, vu que normalement les taux d'utilisation du photovoltaïque sont plus bas par rapport à ceux de l'éolien. Donc pour le PV, un tel facteur de 1,5 a été considéré. Celui-ci est fait pour arriver à un taux d'utilisation de l'électrolyseur suffisamment haut afin de garantir la production économique d'hydrogène. Enfin, pour la production d'hydrogène, la technologie alcaline sous pression avec une efficacité de 65% est considérée. L'intervalle de remplacement de pile considéré est de 9 ans et la demande spécifique de l'eau de robinet pour la production est de 14 litres par kilogramme. Venons maintenant au potentiel de production des énergies renouvelables sur base PV et éolienne. Ce slide montre donc le potentiel pour le PV ici à gauche et pour l'éolien à droite. Et pour la quantification de celui-ci, les bases de données mises à disposition par le Global Solar Atlas et le Global Wind Atlas par la Banque mondiale ont été utilisées. Ainsi, pour le photovoltaïque, vous voyez donc que le potentiel de production d'énergie solaire augmente. De plus, on va vers le sud. Au littoral, à côté d'Alger, la production journalière moyenne est donnée avec 4,4 kWh par kWh. Et au niveau de Djelfa, ce niveau est déjà à l'ordre d'à peu près 5 kWh par kWh. À Drar, à 5,2 et à Tamanrasset, à de l'ordre de 5,5, voire plus kWh par kWh. C'est la zone ici qui montre le potentiel photovoltaïque le plus élevé en toute Algérie. Également, dans l'ouest, vers Tindouf, il y a une zone avec un potentiel élevé d'à peu près 5,4 kWh par kWh. Quant à la production de l'électricité à base du vent, également le potentiel le plus bas se montre vers le littoral avec des facteurs d'utilisation d'à peu près à moins de 30, voire moins de 20%. Le même niveau peut être observé dans le sud-est dans les montagnes. Le potentiel le plus élevé pour la production d'électricité ici se situe dans le centre d'Algérie au plateau de Tademaït. Ici, des taux d'utilisation de plus de 50% sont possibles et dans quelques petits lieux sélectionnés, même des facteurs de capacité au-dessus de 60% peuvent être atteints. Parlons maintenant donc du potentiel de production d'hydrogène vert qui est basé sur la disponibilité de la ressource naturelle. De l'ordre général, le potentiel technique global de production d'hydrogène vert à partir de l'énergie photovoltaïque en Algérie est estimé à 6650 mégatonnes par an en 2030 et celui-ci de l'éolien de 1000 mégatonnes par an. Donc, le potentiel de PV est d'environ 6 fois plus grand que celui de l'éolien. Et quand vous regardez les cartes, faites attention, dans les légendes, il y a une différence d'un facteur d'à peu près 10. Pour le PV, de plus on va vers le sud, le plus augmente le potentiel.
Et suivant la ressource naturelle, le maximum pour le PV peut être observé dans le sud-est vers la frontière avec les GR. Là, plus de 6 000 tonnes d'hydrogène par an et kilomètre carré peuvent être produites. Pour l'éolien, le maximum peut être observé toujours au plateau de Tadmate où sur 1 km carré, plus de 600 tonnes peuvent être produites par an. Quand on regarde maintenant les coûts de production d'hydrogène à partir du PV pour l'année 2030, que vous voyez à gauche pour le PV, on voit que ceux-ci sont déterminés principalement par la disponibilité de la ressource naturelle. Il est assumé que l'eau soit disponible localement. Les coûts d'eau sont considérés avec 1,20 $ par mètre cube. On voit que le SUH pour le PV commence à peu près à 4 $ par kilogramme et ces coûts peuvent déjà être atteints dans la plupart des régions. Ce qui montre ici en jaune et aussi en vert clair. À droite, vous voyez les coûts de production d'hydrogène vert à partir de l'éolien. Et là, comme pour le PV, ces coûts sont principalement déterminés par la disponibilité de la ressource naturelle. Par contre, pour l'éolien, il y a des zones sélectionnées qui permettent de produire de l'hydrogène pour des coûts inférieurs à 2,65 $ par kilogramme. Par contre, ces zones sont assez restreintes et la plupart de la surface permet la production d'hydrogène entre 3 et 4 $ par kilogramme. Il est important de mentionner que ces chiffres-là ne comprennent pas encore les efforts pour les transports vers les prochaines stations de compression du réseau des gazoducs. Ces efforts sont intégrés dans l'analyse au slide prochain. Donc ici, sur les cartes, vous voyez donc les coûts de production vers à partir PV à gauche et de l'éolien à droite avec les coûts pour les efforts nécessaires pour accorder la production d'hydrogène au réseau de transport des gazoducs algériens. Et pour cette analyse présente, on a assumé donc que les gazoducs existants en méthane soient convertis au transport 100% d'hydrogène. Et les gazoducs, vous le voyez ici en ligne rouge, qui ont une forme d'un araignée en Algérie. Comme résultat, vous voyez clairement que la structure de coût de production a changé maintenant. Pour le PV, vous voyez bien que le plus on s'éloigne des gazoducs, le plus cher devient donc la production et l'absorption, dans ce cas de l'hydrogène vert. Et généralement, cet aspect est suppressant pour l'éolien, par contre ici, pas tellement prononcé comme pour le PV. Donc, les zones montrant le potentiel de production d'hydrogène au plus faible coût pour le PV, ça se situe au centre et au sud du centre en Algérie. Pour l'éolien, c'est toujours le plateau de Tadmate qui reste la zone privilégiée avec les lieux sélectionnés montrant les coûts de production spécifiques au-dessous de 2,65 $ par kilogramme. Et ça se traduit donc dans des histogrammes comme ici. Donc, à gauche, vous voyez la graphe qui montre la fréquence relative des LCEH, donc Levelized Cost of Hydrogen, donc les coûts spécifiques de production d'hydrogène à partir du photovoltaïque. Et là, vous voyez que d'environ 4600 mégatonnes par an d'hydrogène peuvent être produits à un coût entre 4 et 4,50 $ par kilogramme, suivi par des quantités moins importantes au coût plus élevé. Faites attention à l'axe qui, ici, cette fois, est logarithmique. Et pour l'éolien, on a fait la même analyse. Là, pour l'éolien, ça commence déjà avec une petite quantité de 18 mégatonnes par an pour un coût d'environ 2,60 $ et les plus grandes quantités de 107 et 150 mégatonnes par an peuvent être produits au coût entre 3 et 4 $ par kilogramme. Attention, encore une fois, pour l'éolien, l'axe cette fois-ci est linéaire. Donc, pour l'instant, on n'a parlé que des ressources naturelles, PV et éolien, ainsi que de la distance envers le réseau des gazoducs. Mais quant à l'approvisionnement en eau, pour l'instant, on a assumé que celle-ci sera disponible localement, ce qui est une simplification de cette analyse SIG.
De l'ordre général, l'Algérie montre 4 zones ou bien 4 degrés d'aridité au littoral. On a la zone sous-humide, ce qui montre en vert ici. Plus on va vers le sud, les zones semi-arides, arides et hyper-arides qui représentent la grande plupart de la surface algérienne. Et en outre mot, donc, le plus on va vers le sud, le plus sec il est et le moins d'eau est disponible. Et ceci est également montré à la carte à droite qui donne les niveaux de précipitation annuels de référence. Avec des petites exceptions, les différentes catégories de précipitation correspondent directement donc à la classification de degré d'aridité. Généralement, pour avoir 1 kg d'hydrogène, on a besoin de 10 litres d'eau déminéralisée ou bien donc de 14 litres d'eau de robinet pour être capable de faire la désalination et si le traitement. Pardon, pas la désalination, uniquement le traitement pour séparer. Un électrolyseur de 1000 MW requiert 263 mètres cubes par heure, soit donc 819 000 mètres cubes par an de l'eau de robinet, qui correspond à peu près à un taux d'actualisation d'environ 40%. Et vous voyez que ça correspond uniquement à 0,01% de la capacité globale de dessalement qui est existante en Algérie. Cependant, il convient toujours de considérer que le développement de systèmes d'approvisionnement en eau dédiés pour le développement futur d'usines d'électrolyse à grande échelle est nécessaire. Et pour cela, je vous donne quelques chiffres concernant donc les coûts en approvisionnement d'eau. D'abord, le Seawater Reverse Osmosis, donc l'osmose inverse d'eau de mer, montre des coûts entre 64 centimes et 1,62 $ par mètre cube. Et les niveaux de coût pour le transport dépendent de la distance et de l'élévation à parcourir pour le pipeline. Le tableau à droite montre les coûts de transport pour des pipelines d'eau sélectionnés pour des distances jusqu'à 1050 km et des élévations jusqu'à 205 000 mètres qui visent entre 7 et 144 centimes de dollars par mètre cube. Donc ça, c'est les coûts généraux pour les équipements, pour le traitement et le transport d'eau. Mais dans notre analyse, dans l'étude exploratoire, on a déterminé donc les LCEH pour toutes les applications. Et là, on a vu que les coûts, enfin, la partie qui requiert pour le transport et le traitement d'eau ne représente que moins de 10 centimes de dollars par kilogramme dans le LCEH final pour les applications finales. Et ça veut dire donc que les efforts d'approvisionnement ne représentent vraiment quelques pourcentages dans le LCEH final pour ces différentes applications finales. Donc, on attaque déjà la conclusion avec quelques remarques finales. D'abord, il existe des conditions favorables à l'utilisation d'hydrogène en Algérie, comme par exemple une infrastructure existante du gaz naturel ou bien du pétrole, des compétences dans l'industrie du gaz naturel, le potentiel élevé d'énergie renouvelable, en particulier le solaire photovoltaïque, la proximité avec l'Union européenne et les gazoducs existants avec l'Union européenne déjà. Comme résultat de notre considération des coûts d'approvisionnement en eau, on a pu constater que les coûts ne sont que de l'ordre secondaire, avec moins de les 10 centimes de dollars par kilogramme d'hydrogène. Quelques applications d'hydrogène vert sont techniquement et économiquement viables déjà à court et moyen terme. Par exemple, la production particulièrement à grande échelle en gigawatts en Algérie pour un usage domestique et pour l'exportation est économiquement viable, ayant dans certaines filières industrielles environ 3 $ par kilogramme ou moins, notamment en utilisant l'énergie produite par l'énergie éolienne. Il y a également les fruits à cueillir en court terme,
comme par exemple d'utiliser les gazoducs existants pour le transport d'hydrogène vert vers l'Union européenne, mélangé avec du gaz naturel, ou bien l'utilisation commerciale à court terme d'hydrogène vert dans le secteur du transport, en particulier pour les voies à usage intensif ou par exemple les services de bus nationaux. À l'utilisation d'hydrogène vert pour la production d'ammoniac, on a vu que ça c'est aussi économique. Et finalement, de mélanger l'hydrogène vert avec le gaz naturel pour être utilisé dans les centrales électriques à gaz. Ça aussi, c'est une application qu'on a vu que c'est très économique. Et avec cela, on est déjà arrivé à la fin de ma présentation. Et donc, si vous avez des questions ou bien des remarques, voilà, j'essaierai de répondre à vos questions. Merci bien pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Schreider, pour la présentation détaillée et exhaustive et très intéressante sur les différents volets, concernant le potentiel en Algérie par rapport à cette nouvelle technologie. Chers participantes, chers participants, je vous prie de poster vos questions dans le chat et nous avons reçu déjà un certain nombre de questions, 15 questions. Hein, j'espère qu'on pourra y répondre. Monsieur Schreider et aussi Monsieur Knicker, j'espère que votre microphone est aussi activé. Alors, j'entamerai avec plaisir la première question de Monsieur Lagoun, qui était la première personne à en poser une question. Avez-vous pris en compte dans votre étude de potentiel les autres usages industriels ou est-ce que l'hydrogène est utilisé comme matière première autre que la synthèse de l'ammoniac ou peroxyde d'hydrogène? J'en suis pas tellement sûr. Pour être franc, généralement, donc l'ammoniac et le méthanol, ce sont les produits chimiques qui sont le plus importants pour où l'hydrogène peut vraiment être mis en valeur. Mais certainement, il y a aussi d'autres produits chimiques où ça c'est intéressant. Je crois, Félix, si je ne me trompe pas, on n'a pas vraiment regardé en plus en détail les autres industries parce que ça, c'est un peu difficile et pas vraiment des grands blocs à considérer. Félix, if you have some remarks on that, whether we have also considered other chemical industries, up to you. Yes, a short remark on this. Yeah, I think we have considered mainly the existing hydrogen-consuming industries, which are chemical industries, methanol and ammonia industries. We have not considered any upcoming industries, which might be, for example, steel industries, which might use hydrogen in the future as well. Donc, si je peux traduire, on s'est donc focalisé donc sur l'ammoniac et le méthanol et on n'a pas considéré le peroxyde d'hydrogène et aussi pas d'autres applications futures comme la production de fer sous base de l'hydrogène. Merci beaucoup pour ce retour, cher monsieur. Alors, j'enchaîne avec une question de monsieur Alkama qui demande si l'étude a été terminée, hein, a été bouclée, finalisée et demande aussi quand est-ce que une entrée en production de l'Algérie est planifiée. Je ne pense pas que monsieur Schreider, vous êtes en mesure de répondre à la deuxième partie de la question. Mais peut-être pouvez dire 2 mots par rapport à la feuille de route qui figure aussi dans l'étude. Oui, franchement, comme vous avez déjà dit, donc pour la réalisation de la production d'autres applications d'hydrogène, c'est pas à nous, c'est plutôt vers les acteurs algériens.
Donc, l'étude a été finalisée il y a 1 an et demi à peu près, et comme je l'ai déjà dit, vous pouvez la télécharger des serveurs GIZ. Généralement, ce qu'on a obtenu comme résultat, c'est que dans certains secteurs, surtout dans la production des engrais, c'est déjà économiquement viable à court et moyen terme. Et aussi, concernant donc la production pour l'exportation, c'est aussi économiquement viable pour, pas vraiment court, mais je dirais à moyen terme. Donc ça, c'est surtout les secteurs les plus importants à commencer le voyage le voyage vers l'hydrogène vert. Oui. Merci pour le retour sur cette question. J'enchaîne avec la question de Monsieur Cher. Pourquoi on produit l'hydrogène vert à partir de d'électricité renouvelable et puis par la suite, il est transformé encore une fois en électricité? Peut-être une raison, un retour sur le sens d'utiliser l'hydrogène pour la production d'électricité. Merci pour cette question. C'est une question super relevante parce que pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est techniquement faisable, oui, mais le rendement technique d'abord de l'électrolyse est de l'ordre de 65%, peut-être un peu plus dans le futur. Et encore une fois, donc, on a le rendement technique dans la combustion dans les turbines à gaz dans le futur, ou bien aujourd'hui dans des piles à combustible d'environ 60%. Donc, ça donne un rendement technique, donc en anglais, c'est round trip efficiency, d'à peu près 35-40%. Dans le futur, peut-être un jour 45%. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, premièrement, on ne le fait pas, si c'est possible, parce que le rendement technique est vraiment très, très, très mauvais. Par contre, pour l'instant, donc, le stockage d'hydrogène est la seule solution pour vraiment stocker de l'électricité renouvelable ou généralement de l'électricité en grande masse, donc bulk storage. Dans les stations de pompage de l'eau, vous pouvez stocker peut-être quelques gigawattheures d'électricité, mais vous ne trouverez pas d'autres solutions pour stocker des plus grandes quantités. Et c'est pour ça que le stockage d'hydrogène est donc la seule, le seul moyen pour vraiment stocker des plus grandes quantités d'électricité. Et je dirais donc, quand on commence avec l'hydrogène vert, ça c'est certainement pas l'application avec laquelle on commencera, mais peut-être dans 20, 30, 40 ans, où dans le système électrique, on aura vraiment des pourcentages importants des énergies renouvelables. Là, peut-être que ça deviendra important. Merci pour ce retour, Monsieur Schreiber. J'alterne avec une question beaucoup plus côté organisation. Est-ce que des certificats de participation sont prévus pour les sessions du forum hydrogène vert demande M. Abazi. Ce n'est pas le cas, M. Abazi, mais nous avons le plaisir de mettre à votre disposition et les slides et diapositives qui ont été présentés et le recording, l'enregistrement de la session à la suite de notre session d'aujourd'hui. Par la suite, j'enchaîne avec une question de M. Twileb, qui se dirige à vous, encore une fois, M. Schreider et M. Knicker. Au-delà de la disponibilité d'une eau pure traitée, sachant que pour une puissance donnée de l'électrolyseur, il faut 2 à 3 plus de puissance en renouvelable, d'une part, et d'autre part, du fait que l'électrolyseur a besoin d'une source continue et donc, en absence, quelle sera l'énergie de substitution? Si fossile, on n'est plus dans le H2 vert. Si c'est du stockage, il faudra de grandes capacités et donc des financements consistants.
le prix de la tonne hydrogène vert ou hydrogène serait-elle toujours compétitif? Alors, la continuité de l'alimentation requise pour l'électrolyseur, pour la production de l'hydrogène, vu la variabilité de la production d'électricité d'origine renouvelable. Quelle solution existe? Comment elle est généralement adressée, Monsieur Schreiber? Oui, pour répondre à cela, vous avez raison. Donc, la volatilité des ressources renouvelables, c'est une question. Et c'est pour ça que normalement, l'éolien est plus privilégié parce que là, on a des taux d'utilisation qui sont plus hauts par rapport à l'EPV, de l'ordre de 30 voire 40%. Et donc, ça se traduirait donc aussi dans des taux d'utilisation des électrolyseurs de 30 ou 40%, à partir desquels, à partir de 40% à peu près, on pourrait parler d'une opération économique d'un électrolyseur. Et pour le PV, vous avez vraiment raison que là, on a les taux d'utilisation plus vers en Algérie. Déjà, vous avez des bons taux d'utilisation de 15 voire jusqu'à 20%. En Allemagne, on souffre un peu plus les taux d'utilisation de 11-12%. Ça, c'est déjà bien pour nos lieux ici. Mais dû à ce fait, donc, du taux d'utilisation de PV qui est plus bas, soit on utilise les PV avec les trackers, où on peut récolter plus de l'énergie solaire pour avoir des taux d'utilisation PV déjà plus hauts, ou bien on surdimensionne donc le PV, ce qu'on a aussi fait dans cette analyse ici. Et ça, on fait ce surdimensionnement avec l'idée que, voilà, comme ça, on a plus d'énergie, donc le taux d'utilisation augmente d'un niveau de 20% à un niveau plutôt de 30, voire peut-être même 40%, pour avoir donc une opération, enfin un taux d'utilisation d'électrolyseur assez haut pour vraiment garantir une opération économique. Merci pour votre retour, monsieur Jorgen, avec la question de monsieur Ménard. Pour le cas de production d'hydrogène dans le sud algérien, est-ce que l'eau des puits de forage peut être utilisée ou bien est-ce qu'il faut le produire à partir de l'eau des nappes phréatiques? Là, j'aurais une question au niveau de la langue des forages. C'est quoi déjà? Des forages, vous pensez à des pipelines ou que c'est quoi les forages? Peut-être on peut, monsieur Ménard, vous pouvez préciser des réserves d'eau. Des réserves, ok. Peut-être de l'ordre général, parce que la question de l'eau est vraiment une question importante en Algérie. Pas seulement en Algérie, mais dans beaucoup de zones dans le monde où on a le stress hydrique et avec les zones d'aridité. C'est pour ça que je vous montre ici les cartes avec l'aridité. Donc, si ce sont des réserves d'eau, comme aussi les nappes phréatiques, on pourra les attaquer, mais donc, imaginez si on les utilise pour produire de l'hydrogène vert et on va l'exporter. Donc, on va donc exporter l'hydrogène. Enfin, on va exporter donc l'eau dans la forme d'hydrogène, par exemple, vers l'Europe ou vers ailleurs dans le monde. Comme ça, donc, cette eau sera vraiment ailleurs et plus là. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment renouvelable dans ce sens-là, durable. Et c'est pour ça que normalement, soit on utilise uniquement donc les nappes phréatiques ou dont on sait que c'est vraiment de l'eau qui se renouvelle, ou bien ce qu'on a fait ici, ce qui est à mon avis aussi la solution à utiliser en Algérie, donner donc les quantités importantes d'hydrogène,
c'est d'utiliser de l'eau de mer et de le dessaler et le transporter même vers le sud, même vers Tamanrasset, ce qui présente un transport de quelques milliers de kilomètres, mais quand même, on a vu que donc le transport, les traitements d'eau, ces coûts pour cela vraiment représentent uniquement des petits pourcentages dans le LCH final pour des différentes applications. Comme ça, donc réponse claire, il est beaucoup plus important d'utiliser de l'eau de mer et de le dessaler et de le transporter vers les lieux où on fait l'électrolyse. Merci pour le retour. Monsieur Twileb rajoute une question concernant l'intégration de renouvelables dans le système électrique algérien. Avez-vous étudié la capacité du réseau à intégrer cette capacité, notamment de 35% de renouvelables que vous avez cité, et les types et coûts des moyens de flexibilité du système à envisager pour permettre au système électrique de fonctionner de façon sûre et fiable? Alors, comment vous avez traité la question d'intégration au réseau, des capacités nécessaires dans le cadre de l'étude? Donc ça, c'est vraiment une question très relevante aussi, parce que si on met donc, c'est certainement aussi l'arrière de votre question, si on met pas trop, mais si on met des grandes quantités des énergies renouvelables volatiles dans le système électrique, toute l'opération du système électrique devient volatile. Réponse courte, on n'a pas analysé ça dans l'analyse, dans l'étude, parce que c'était pas vraiment dans le focus. Et quand même, c'était aussi pas vraiment nécessaire pour cette étude, parce que l'étude, c'était une étude exploratoire pour vraiment commencer avec l'analyse hydrogène, et les applications qu'on a étudiées, c'était plutôt soit des petites applications où on n'a pas des problèmes dans le réseau électrique, soit c'était vraiment des très grandes applications où on était vraiment isolé du réseau national. Et c'est pour ça on avait donc les réseaux vraiment isolés pour la production d'hydrogène soi-même. C'est pour ça que ce que vous mentionnez, c'est vraiment important, mais on n'a pas abordé dans notre étude. Non. Merci pour le retour là-dessus. Je rajoute une question de Monsieur Lagoun concernant le potentiel de consommation d'hydrogène en Algérie. Est-ce que vous l'avez évalué dans le cadre de l'étude? Avez-vous échangé avec les consommateurs d'hydrogène locaux? Il me semble que ce n'est pas le cas. Le scope de l'étude portait plutôt sur la production que sur la partie consommation. N'est-ce pas, Monsieur Schrader? Oui, exactement. Ouais. Bien. Par la suite, Monsieur Irlef rajoute la question de combien représente le coût de l'électricité renouvelable par rapport au coût de l'unité hydrogène vert produit. Ça dépend des différentes applications. Dans des applications à grande échelle, je dirais que ça représente à peu près 30 à 50%. Dans des plus petites applications où le transport aussi est un composant assez important, la partie de l'énergie renouvelable elle-même est peut-être là 15, 20, 25%. Mais normalement, c'est de l'ordre de 40, voire plus %, oui. Excellent. Monsieur Touleb rajoute la question par rapport à la source solaire en Algérie. 80-95%, c'est le rayonnement direct. Est-ce que cela a été pris en compte du fait que vous ne considérez que le PV, le photovoltaïque, d'une part?
D'autre part, produire l'hydrogène dans le Grand Sud nécessite des infrastructures, des transports importants et donc des coûts plus élevés. Est-ce que votre étude fait la comparaison avec les coûts du marché de destination? Si, par exemple, vers l'Europe. Donc, pour la première partie de la question, on n'a pas vraiment regardé donc le solaire thermique, le CSP, pour lequel le rayonnement direct, le DNI, est relevant parce que le CSP est justement trop cher. Par contre, dans cet aspect-là, c'est peut-être intéressant pour vous, la GIZ a justement a commencé une étude que nous accompagnons aussi, qui se consacre exactement avec ces questions-là. Est-ce que un système hybride CSP PV peut être économique pour produire de l'hydrogène vert avec ce système hybride? Donc, dans l'étude ici, on ne l'a pas utilisé, on ne l'a pas considéré. Et donc, la seconde partie de votre question, est-ce qu'on a fait la comparaison avec les coûts du marché de destination si Europe? Oui. Donc, l'exportation, la production d'hydrogène vert pour l'exportation vers l'UE, on a considéré ça et si je ne me trompe pas, on n'a pas vraiment analysé donc les différents prix qui peuvent être atteints en Europe, mais j'imagine que le prix, le SCH pour l'exportation qu'on a eu était de l'ordre de $2,50, $2,60 par kilogramme et donc assez compétitif sur le marché européen. Merci. Dans la même lancée sur le coût de l'hydrogène, M. Schreider, M. Alkama pose la question que les coûts ont évidemment été simulés pour 2030. Est-ce que vous voyez, là je viens aussi un peu sur les travaux sur le feuille de route que vous avez fait, comment vous voyez la possibilité de démarrer une production même avant 2030? Bonne question, mais la question pas à moi, mais plutôt aux autorités ou bien aux acteurs algériens. Donc, de notre côté, généralement, et je crois que j'ai déjà dit ça aussi, en Algérie, on voit vraiment des aspects très, comment dire, très privilégiés pour commencer avec la production d'hydrogène parce qu'il y a beaucoup d'expérience avec le système de méthane, avec donc le gaz naturel. Et l'hydrogène, c'est aussi d'une sorte de gaz, pas le gaz naturel, mais très similaire à traiter. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a vraiment des grandes quantités, ou bien des grands potentiels d'énergie renouvelable. Et c'est pour ça que nous proposons de commencer déjà aujourd'hui, vraiment assez vite, avec des installations de démonstration, des petites installations de démonstration pour produire de l'hydrogène, pour gagner de l'expérience. C'est avec cette nouvelle technologie que, une fois que les coûts pour l'électrolyseur et pour les énergies renouvelables vers 2030, par exemple, ou voire aussi plus tard, sont tombés à des niveaux tellement bas que ça soit commercial. Et à ce moment-là, on doit déjà avoir donc cette expérience avec cette nouvelle technologie. C'est pour ça que nous recommandons de commencer vraiment aujourd'hui. Oui. Très bien, de la question un peu coût et horizon, on tourne vers la partie haut que vous avez aussi adressée dans le cadre de votre présentation. Monsieur Schreider, Monsieur Tulip, savoir, faudrait-il considérer le coût de l'usage de l'eau? Est-ce qu'il est plus intéressant pour alimenter la population et l'agriculture pour son indépendance alimentaire ou pour produire l'hydrogène vert? La deuxième partie de la question, peut-être vous nous
pouvez pas directement y répondre, mais la question de certification de l'hydrogène et son additionnalité vue électricité et vue eau est peut-être ici à souligner. Un retour sur ces points, Monsieur Schreider? Pardon, il y avait des coupures dans les lignes. J'ai pas vraiment pu écouter la dernière partie que vous avez dit. Quelle est la question encore? Concernant le stress hydrique, c'est ça? Bien sûr, Monsieur Schreider, je répète la question. La question, voilà, d'eau, pour un pays à stress hydrique comme l'Algérie, faudrait-il considérer le coût d'usage de l'eau? Et aussi la question un peu provocatrice, est-ce qu'il est plus intéressant pour alimenter la population et l'agriculture pour son indépendance alimentaire ou produire de l'hydrogène? La première partie et la deuxième partie, c'est peut-être pas une raison directe que vous pouvez donner, mais il est important de peut-être souligner ici la question de certification vert, la définition de ce qui est l'hydrogène vert. Peut-être vous pouvez répondre un peu sur les deux aspects, Monsieur Schreider. Oui, merci. Donc, pour l'approvisionnement en eau, certes, de l'approvisionnement en eau pour la population et l'agriculture, c'est prioritaire, ça, sans doute. Mais si une fois ça s'est achevé, donc on peut aussi songer donc à la production, enfin à l'utilisation d'eau pour la production d'hydrogène vert de cela. Et si on utilise donc, il faut aussi prendre en compte donc les coûts d'eau. Et comme je vous avais dit, normalement, on utilise de l'eau de mer qu'on dessale, qu'on traite et qu'on transporte dans les lieux où on donc fait donc l'électrolyse. Et ce sont donc ces coûts-là qu'il faut considérer dans la production d'hydrogène. Concernant la certification de l'hydrogène vert, donc le preuve du fait d'être vert et pas gris ou bleu ou rouge, là-dessus, il y a de différentes réglementations, notamment donc la directive de l'Union européenne RED II, qui il y a une semaine maintenant, qui a publié donc comment ça s'appelle déjà, donc la nouvelle réglementation là-dessus, Delegated Act, c'est ça, qui définit ce qui est vert et ce qui n'est pas vert. Et ce qui est vert, donc je ne connais pas tous les détails maintenant de ce qui est vert, c'est certes des ressources renouvelables, donc le PV et l'éolien définitivement. Et il y a aussi un aspect là-dessus sur l'aspect temporel, parce que dans les applications qu'on a utilisées dans l'étude ici, ce n'était pas tellement important parce qu'on a dit, voilà, on va mettre donc l'électrolyseur vraiment très près ou directement au même lieu de la production d'énergie renouvelable. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'un réseau. Mais si vous imaginez que, par exemple, la production d'électricité verte se situe à Tamanrasset pour le photovoltaïque et l'électrolyseur est situé au littoral. Donc là, vous aurez raison, il faudrait utiliser donc le réseau électrique pour transporter l'électricité vers le littoral. Et là, ça dépend maintenant du mode d'opération de votre électrolyseur là. Est-ce que vous opérez vraiment votre électrolyseur exactement comme le photovoltaïque? Certainement pas, parce que vous essayerez donc à avoir des taux d'utilisation plus hauts. Mais la question est, si vous donc tirez de l'électricité du réseau, la question, si c'est toujours vert, si vous tirez aussi de l'électricité dans des temps où il n'y a pas vraiment de PV, ça c'est donc ce sont des questions qui ont été réglées
dans cette nouvelle réglementation de l'UE. Et pour vous donner un petit aperçu là-dessus, si je ne me trompe pas, ça s'appelle la corrélation temporelle. Et si je ne me trompe pas, il y a le pourcentage de 5% de la production annuelle de l'équipement renouvelable qui peuvent être, il dit ça, stockés sur le réseau. Donc, on peut utiliser le réseau de une sorte de batterie et tirer de l'électricité du réseau dite renouvelable, soit même s'il n'y a pas de soleil, par exemple, pour produire de l'électricité PV. Dans ce moment, si on ne va pas donc l'utiliser dans le moment où il y a la production du PV. Enfin, on va utiliser comme ça donc le réseau comme batterie. Et ça, c'est admis. Il y a d'autres petits aspects, réglementations qui sont là dans son RED 2. Et je vous encourage donc, si vous êtes intéressé dans ça, de vraiment lire cette réglementation. Sur cette question, s'enchaîne un peu une autre question. Peut-être vous pouvez encore un peu approfondir sur la qualité de l'eau requise. Alors la question posée par Monsieur Terki Halal, est-ce que l'électrolyse fonctionne avec l'eau de mer? Généralement que non, parce que l'eau de mer contient des grandes quantités de sel qui l'électrolyseur ne peut pas gérer. L'électrolyseur requiert donc de l'eau déminéralisée avec une conductivité de l'ordre, je ne connais pas les nombres, peut-être Félix peut nous illuminer là-dessus, donc avec une très petite conductivité. Et c'est pour ça que normalement, quand on utilise de l'eau de mer, d'abord, il faut le dessaler, comme on le fait déjà pour l'approvisionnement en eau pour la population. Mais encore une fois, il faut donc aussi le traiter ultérieurement avec la déminéralisation pour réduire donc le niveau de conductivité à un niveau. Felix, do you have the number of the level of conductivity which is needed for the electrolysis process? Yes, indeed. It's first of all, it's comparable to what you need in power plants. So it's like boiler feed water quality, and it's a conductivity of less than 0.1 microsiemens per centimeter. So it's really ultra pure water, where there's almost no minerals inside anymore. Ok, alors je ne connais pas tous les mots français, mais j'ai compris que c'est vraiment de l'eau qui est comparable avec de l'eau qui est aussi utilisée dans les procédés dans les centrales électriques, avec une conductivité de moins de 0,1 Siemens, microsiemens par centimètre. Et c'est pour ça que cette déminéralisation est tellement importante pour avoir de l'eau de cette pureté. Toujours sur la question de l'eau, merci chers collègues, toujours sur la question de l'eau, la question, le commentaire de M. Sidi Irlef, je trouve très économique de traiter les eaux usées à une valeur requise pour l'électrolyse. Est-ce une option viable d'utiliser les eaux usées traitées pour l'électrolyse? Les eaux usées. Aufbereitetes Abwasser. Aufbereitetes Abwasser. Felix, à toi. Yes, sure. In general, it is possible to also use treated wastewater. It, of course, needs to be pre-treated before entering the electrolyzer, but in general, it can be used since when it has the required quality for the electrolyzers. Très bien, bien noté, Monsieur Knicker. Il revient de l'eau vers les questions d'électricité. Monsieur Lagoun demande vos projections de production d'hydrogène se basent uniquement sur le potentiel de production
électricité renouvelable. Est-ce correct? Le niveau de potentiel, enfin, pour la production d'hydrogène vert, vous avez besoin d'abord d'un électrolyseur. Vous avez besoin de l'eau. On a parlé de l'eau, comment d'abord il faut l'avoir, puis il faut la dessaler et la traiter. Et aussi, vous avez besoin de l'énergie, enfin de l'électricité. Et si on veut produire donc de l'hydrogène vert, vous avez besoin de l'énergie renouvelable. Et donc là, on attaque donc l'aspect de la ressource naturelle, du solaire ou bien de l'éolien. Et c'est pour ça que normalement, ça c'est donc, il y a vraiment ces deux aspects qui sont importants pour décider où on va mettre l'électrolyse. Soit on le met là, enfin peut-être trois aspects. Soit on le met là où il y a de l'eau, soit on le met là où il y a de la bonne ressource solaire ou éolienne, soit on met dans l'électrolyseur là où on a donc la demande pour l'hydrogène vert. Et ça, c'était aussi une des questions que nous avons posées au début du projet. Mais après nos analyses concernant donc l'eau, on a ce que je partageais avec vous. On a vu que la question d'eau n'est pas tellement importante dans ce contexte-là. La question d'eau est assez importante, mais dans ce contexte-là, parce que les coûts pour la transportation et le traitement d'eau sont assez bas. Donc, ce qui est primordial, c'est soit on le met vraiment l'électrolyse là où on a de bonnes ressources naturelles pour l'énergie renouvelable. Comme ça, il ne faut pas transporter l'électricité. Soit on met donc l'électrolyse là, enfin, très proche de la demande, ce qui est bien, comme ça, on n'a pas à transporter l'hydrogène. Et pour donner une réponse à ça, donc je dirais que ça vraiment dépend du cas. Pour les grandes applications, enfin l'électrolyse à grande échelle pour l'exportation, là, certes, c'est mieux de s'orienter vers la ressource naturelle pour vraiment garantir d'utiliser vraiment la ressource, la meilleure ressource pour vraiment avoir le LCH le plus bas. Si on a donc des demandes d'hydrogène vert, je dirais de l'ordre médium, c'est peut-être plus important, plus intéressant de les mettre proche de la demande. Très bien. Alors, une question qui s'enchaîne un peu peut-être sur les aspects que vous avez traités dans le cas d'études déjà, Monsieur Schrader, et toujours concernant l'électricité de l'origine renouvelable. Est-ce que vous avez étudié le transport de l'énergie renouvelable par câble de transmission connecté au réseau et production de l'hydrogène vert à la côte? Alors, ce scénario précis demande Monsieur Coucou. Félix, si je ne me trompe pas, on a au cours de l'analyse, au cours de l'étude, on a exactement étudié cela pour comparer donc les coûts de transport, soit en électricité, soit en hydrogène. Félix, if I'm not mistaken, we've studied exactly this to compare the cost of transporting electricity to the cost of transporting hydrogen. And we found that the transport of hydrogen is the less costly. Am I right in this? We have studied this in the course of another study, which was related to offshore wind, but there the effect was the same. In general, it is much less expensive to transport energy in the form of gas than energy in the form of electricity, because for transport of energy as gas, you need a pipeline, and for energy transmission as electricity, you need a cable, which is in comparison much more expensive. So yes, it is right. Energy transmission by gaseous form in hydrogen is less expensive than transporting electricity. Thank you et merci pour votre retour. Je rentre dans une question de Madame. Bonsoir. Pourquoi le coût de production de l'hydrogène n'a pas été
issu de l'éolien est moins cher que celui produit à partir du photovoltaïque. Est-ce que cela est dû, est-ce que est dû au LCOE, du PV et de l'éolien? Exactement. Réponse très courte, c'est parce qu'on a comme je vous ai montré les cartes potentielles, parce qu'on a des lieux en Algérie où on arrive à des taux d'utilisation de l'éolien d'à peu près 60%. Et comme ça, le LCOI est vraiment très, très bas. Et si on utilise donc ces coûts d'électricité pour la production d'hydrogène, on a aussi donc les LCOH pour l'hydrogène. Ils sont aussi assez bas. Oui. Merci pour le retour. Le retour précis. J'enchaîne avec une question de M. Attal. Duc, à quel pourcentage pensez-vous qu'avec un pourcentage à 20%, l'exportation sera possible? Et quel problème cela posera pour les importateurs de gaz à l'arrivée en Europe, par exemple? Il y avait une petite coupure. J'ai pas entendu la première partie. Donc la question, si j'ai bien compris, c'est le pourcentage admis d'hydrogène dans les gazoducs de gaz naturel, c'est ça? Exactement, et des éventuels problèmes qui pourront se poser pour les importateurs de gaz à l'arrivée en Europe de ce mélange, par Oui. exemple. Donc normalement, là, dans les gazoducs à gaz naturel, on peut toujours donc avoir un pourcentage entre 5 et 10% sans vraiment changer les différents équipements. Si on veut aller plus loin, il faudrait donc analyser les gazoducs pour connaître leurs leakages. Donc, surtout donc les équipements les valves et tout ça. Donc le gazoduc elle-même n'est pas le problème, mais les valves dans les stations de compression et donc ça c'est plus difficile. Mais si on peut-être généralement si on échange quelques équipements dans ces stations de pression, on peut bien arriver à des pourcentages de 20 ou bien 30%. Et si on veut aller toujours plus loin, donc il est aussi songeable de vraiment convertir un gazoduc à 100% hydrogène. Mais donc, pour donner une réponse à votre question, je dirais pour l'instant un pourcentage entre 5 et 10% dans ces gazoducs vers l'UE, c'est raisonnable pour le début. Merci pour ce retour concernant plutôt le transport de l'hydrogène et la possibilité d'utiliser des gazoducs existants aussi pour du blending ainsi du transport. Monsieur Chetou demande un peu dans la même lancée, pouvez-vous vous donner une idée sur l'effort à déployer pour l'utilisation des pipelines pour l'hydrogène vert, si ça ne va pas trop loin, en fait, dans cette question. Je pense que les technologies des transports n'étaient pas sujet de votre étude, mais peut-être vous avez un retour là-dessus. De l'ordre général, il est toujours plus économique de convertir les gazoducs existants à gaz naturel, enfin d'aujourd'hui à gaz naturel, à une utilisation pour 100% hydrogène. Et si je ne me trompe pas, les coûts pour la conversion par rapport à une nouvelle ligne, enfin un nouveau gazoduc qui est vraiment là pour l'hydrogène, ils sont vraiment uniquement 10%, 15%. Donc, c'est vraiment économique de convertir donc, les gazoducs déjà existants. Ça, c'est grosso modo donc la comparaison des coûts. Merci beaucoup, Monsieur Schreider. Chers participants,
Je vois qu'il y a encore pas mal de questions, mais nous approchons à la fin de notre séance pour aujourd'hui. J'aimerais peut-être clôturer avec avec une question à laquelle je répondrai moi-même de la part de M. Ménard. Quelles sont les wilayas concernées par ce projet? Vous posez la question où exactement se trouve le meilleur potentiel de production. Je pense qu'une petite retour a été donné dans le cadre de la présentation. Mais effectivement, ça sera à définir par la suite à travers les études aussi approfondies économiques et techniques pour identifier le meilleur lieu de production et par la suite, bien sûr, la décision sur une telle production revient aux autorités algériennes, aux parties prenantes locaux d'y répondre. Merci beaucoup pour d'avoir voulu répondre à la panoplie de différentes questions. Merci beaucoup pour votre intérêt continu, chère audience. Nous allons reprendre le 14 mars 2023 sur le thème des applications de l'hydrogène, cette fois de nouveau avec les experts de l'Université technique de Hambourg. Et vous allez bien sûr, comme d'habitude, recevoir la présentation d'aujourd'hui et l'enregistrement par la suite de notre séance d'aujourd'hui. Sur cela, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Un grand merci à tous les participants pour votre implication. Et je vous dis à bientôt, au plus tard, le 14 mars. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir.